Heure trouble en Algérie, où une série d'attentats a été commise dans plusieurs régions du pays la nuit précédant la Toussaint. Le 1er novembre 1954, une série d'attentats et de sabotages frappe l'Algérie. Bilan, 8 morts. Derrière ces attaques se cache le mouvement nationaliste FLN. Son objectif, l'indépendance de l'Algérie, quel qu'en soit le prix. Mais l'Algérie refuse de se prêter au rôle convoité par les agitateurs. On peut espérer que le calme reviendra rapidement. En réponse, l'armée française est déployée dans les 3 départements algériens. Environ 1 million de Français y vivent, principalement d'origine européenne. Et 9 millions de musulmans français d'Algérie. Peuples autochtones, comme on les appelait à l'époque. Ils sont kabyles, chaouis, mozabites, touaregs, berbères pour la plupart, et arabes. C'est le début de la guerre d'Algérie. Mais ces attentats de novembre 1954 ne sont qu'une étincelle. Pour comprendre pourquoi la guerre a éclaté, il faut plonger au cœur du système colonial et de la colère qu'il a alimenté. Voyage dans les ténèbres de l'Algérie française. Paris, janvier 1830. Quelque chose siffle le roi de France et son gouvernement. Très impopulaire, il lance une opération contre une cible apparemment facile. La ville d'Alger, contrôlée par l'Empire ottoman. Victoire, 5 mois plus tard. Le nouveau roi de France ne sait pas vraiment quoi en faire. Puis il révise. La conquête de l'Algérie commence. C'est ici qu'entre en scène le général Thomas Bugeaud. Nommé gouverneur de l'Algérie en 1840, Thomas Bugeaud a une mission. Soumettez les dizaines de tribus et les 3 millions d'indigènes du pays. Pour y parvenir, une méthode. Et ne tirez pas partout, allez. Détruisez les récoltes, saisissez les silos à grains, pillez et dévastez systématiquement les villages. Et des massacres. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Ah, la guerre, la guerre. Seules les femmes et les enfants se réfugient dans la neige de l'Atlas. Ils meurent de froid et de misère. Dès les premières exécutions, les indigènes s'opposent à l'envahisseur. Parfois très violemment. Ils combattent au nom de l'islam, mais pas seulement. Nous avons été attaqués bien plus comme des étrangers et des conquérants que comme des chrétiens. À l'ouest du pays, l'érudit musulman Abdelkader organise le soulèvement contre la France. Dans sa correspondance avec d'autres chefs religieux, une expression apparaît sous sa plume. El Watan, Algérie. El Watan, le pays. Algérie, Algérie. Après des années de lutte, Abdelkader capitule, mais l'idée d'une nation algérienne a germé. À la fin du 19e siècle, l'armée française remporta la victoire presque partout. Le pays fut dévasté. Batailles, révoltes, famine, épidémie. En Algérie, sur les 3 millions d'indigènes recensés en 1830, environ 800 000 sont morts en 1871. Le temps des militaires est révolu, celui des civils et de l'Algérie coloniale commence. Alger, 1902. Ces hommes sont des autochtones. À l'époque, on les appelait ainsi ceux des peuples présents en Algérie avant l'arrivée des Français. Après la colonisation, ces autochtones sont français, mais ils ne sont pas citoyens français. S'ils souhaitent le devenir, ils doivent d'abord renoncer au statut personnel musulman. Cet ensemble de coutumes issues de la loi coranique régit les affaires privées, mariage, naissance, héritage, etc. Pour la majorité des autochtones, renoncer à ce statut revient à trahir ses origines ou à être un mauvais croyant. Et de toute façon, s'ils franchissent le pas, leurs chances d'accéder à la nationalité française sont minces, très minces. Entre 1865 et 1930, à peine 4000 autochtones l'ont obtenu. Français, autochtones, citoyens. L'inégalité est au cœur de l'Algérie française. Mais qu'importe, les hommes ne sont plus seuls. Ils doivent supporter le poids de leurs souffrances, la force de l'amitié et de la solidarité. À l'Assemblée territoriale locale, les autochtones n'élisent qu'un tiers des représentants, alors qu'ils sont 8 fois plus nombreux que les Européens. Et ce n'est pas tout. La population musulmane paie 2 impôts, des impôts européens et des impôts arabes. Ces impôts sont hérités de la période ottomane. Pendant longtemps, ces impôts arabes financeront la majeure partie des investissements coloniaux. Jusqu'en 1945, les musulmans étaient également soumis à un régime spécial. Interdiction de se réunir sans autorisation. Dénigrer la France. Héberger un vagabond. Voyager de nuit. Voyager sans autorisation, etc. L'administration coloniale peut punir, sans procès, y compris l'incarcération. Dans l'application journalistique du Code des peuples indigènes, et notamment de l'article sur l'emprisonnement pour retard d'impôt, l'administrateur algérien fait preuve, 9 fois sur 10, d'une férocité révoltante. L'administration coloniale peut également convertir ses peines d'emprisonnement et ses amendes en jours de travail.
Entre 1898 et 1910, les indigènes en formèrent près de 600 000. Loin d'Alger, dans les campagnes, la colère gronde aussi. Sujet hautement sensible, la terre. Sans entrer dans les détails, avant l'arrivée des Français en Algérie, une terre n'était jamais la possession exclusive d'un individu ou d'un groupe. Le travail agricole était réparti. La récolte aussi. En 1863, tout bascule. Voici Pierre Chauvin, un homme solide originaire de Provence. Il repart avec un titre de propriété de 70 hectares en poche. Un immense domaine. On lui avait dit que là-bas, il y avait une belle terre, riche et fertile. Jusque-là, il n'avait jamais cultivé cette fortune. En toute égalité, les colons peuvent confisquer ou acheter à bas prix les meilleures terres agricoles. Certaines familles musulmanes riches profitent du domaine pour agrandir leur domaine, mais la plupart des transferts sont effectués au profit des colons. En un siècle, sur 7 millions d'hectares de terres cultivables, la colonisation en prend près de 3 millions. Toutes ces dépossessions alimentent les rancœurs, notamment celles des notables ruraux. Des 9 dirigeants historiques à l'origine des attaques évoquées en introduction, 6 sont issus de cette élite rurale déplacée et dépossédée. Le développement promis par la France est attendu. Dans les écoles, par exemple. Alors qu'en métropole, l'école est gratuite et obligatoire, les colons sont réticents à financer la scolarisation des autochtones. Une partie des impôts arabes pourrait être consacrée à la formation des enseignants et à la construction d'écoles. Les colons s'abstiennent. Ils craignent que l'éducation des autochtones ne les incite à la révolte. Résultat, en 1930, alors que l'Algérie française célèbre son centenaire, seuls 11% des garçons de 6 à 13 ans sont scolarisés et seulement 1% des filles. Les enfants profitent ensemble d'une dernière minute de liberté au seuil de la même école. Fils de musulmans et fils de Français de même race. Le même savoir leur est transmis et leurs regards sont invités à se tourner vers la même direction. Une génération plus tard, lorsque la guerre d'Algérie éclate, seuls 15% des enfants autochtones fréquentent l'école publique, surtout dans les grandes villes. Vivant de petits boulots ou frappés par le chômage, de plus en plus de musulmans français quittent l'Algérie. Au tournant du XXe siècle, beaucoup se tournent vers la métropole. Les salaires y sont 2 fois plus élevés qu'en Algérie. Pour remplacer les travailleurs français mobilisés dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, l'administration fait venir 120 000 Français musulmans d'Algérie. L'armée en incorpore 173 000 autres. Parmi eux, un certain Ahmed Mesli, pseudonyme Meuzaliadj. Comme beaucoup de musulmans français d'Algérie arrivant en métropole, nous sommes sous le choc. Nous étions unanimes à nous réjouir de l'attitude bienveillante des populations à notre égard et à faire la différence entre les colons algériens et les Français dans leur comportement à notre égard. 12 ans plus tard, sous l'impulsion du Parti communiste français, avec des militants tunisiens et algériens, il crée l'Étoile nord-africaine. C'est la première organisation nationaliste algérienne. L'année suivante, Meuzaliadj expose ses revendications. Parmi elles, d'abord l'indépendance totale de l'Algérie. Ensuite, le retrait des troupes d'occupation française, mais aussi la constitution d'une armée nationale, la formation d'une assemblée constituante et du suffrage universel, et un gouvernement national révolutionnaire. Solidement ancré dans la culture islamique, tous les partis indépendantistes algériens adopteront, avec des nuances précises, ce programme nationaliste révolutionnaire jusqu'à la conflagration du 1er novembre 1954. Heure trouble en Algérie, où en plusieurs points du territoire une série d'attentats a été commise dans la nuit précédant la Toussaint. Transcrit par turboscribe.ai. Passez à illimité pour supprimer ce message.